cette perte du lien est mortelle. L'hospitalisme, c'est ces enfants qui se sont retrouvés en masse pendant la dernière guerre mondiale, dans des institutions, dans des hôpitaux, ces orphelins, qui étaient bien nourris, qui étaient bien soignés s'ils étaient malades, qui étaient changés, mais par contre, qui mouraient, qui refusaient de s'alimenter, qui tombaient en dépression, refusaient de s'alimenter, et qui en perdaient la vie. Et il y a un médecin qui s'appelle le médecin Spitz, qui s'est posé les questions, et il s'est rendu compte que, en fait, ces enfants, du fait de leur surnom en particulier, ils n'étaient absolument pas bercés, touchés, on ne leur parlait pas de bisous, pas de câlins, c'est-à-dire la dimension affective, la dimension du lien, était totalement inexistante. Donc ils ont réintroduit avec le personnel soignant cette dimension affective, et ces enfants, hop, se remettaient à s'alimenter, et ils s'en sortaient sans dommage pratiquement, même psychologique, quoi. Et là, ça vous donne... bon, j'ai perdu. Donc ça donne la mesure de chaque fois qu'on doit changer quelque chose, on se retrouve, c'est comme quand on dit c'est mortel, quoi. Voilà. Donc là, je vais passer à la deuxième partie qui peut constituer notre courage, c'est le fait d'entendre l'appel. Il arrive un moment où, quand on est dans la situation de Maurice, il y a toujours quelque chose dans la vie on est assez tourné dans notre bocal, où on se dit ça peut plus durer, quoi. Il y a quelque chose qui fait qu'on va être appelé à faire ce fameux premier pas qui fait que après, à l'avenir, on pourra plus être des moutruches, on ne pourra plus tourner dans son bocal, on aura été invité par cet appel au courage pour le reste de sa vie à prendre une dynamique constructive. Et cet appel au courage, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais plus, à partir de cet appel au courage, on ne pourra jamais plus être dupe, jamais plus se duper, se dire oh c'est pas grave, ça peut attendre, etc. On sera pratiquement tout le temps invité on aura acquis une dynamique où on va prendre systématiquement, même si des fois on fait quelques détours, à prendre le taureau par les cornes pour résoudre nos problèmes essentiels et existentiels de notre condition humaine. Et cet appel au courage, moi, c'est à travers un rêve que ça s'est produit. C'est-à-dire, je me retrouve, je l'ai fait en 1991, au mois d'août, et je suis à l'arrière d'une voiture avec mon frère aîné, mon aîné. Et c'est notre père qui est au volant. Et il nous amène dans une école pour apprendre à être libre. Et cette école, elle se trouve de l'autre côté d'une montagne. Et pour rejoindre cette école, il faut traverser toute la montagne par sa base, dans un tunnel dans le noir. Et ce que notre père y fait, c'est qu'en fait, il nous fait descendre de voiture à l'entrée du tunnel. Il ne nous amène pas jusqu'au bout du tunnel. Là, alors qu'on voit tous les autres parents amener leurs enfants jusqu'au bout du tunnel en voiture. Voilà. Et là, dans la voiture, je lui dis à mon père, de façon un peu ironique, tu nous amènes faire quelque chose que toi-même tu n'as pas fait. Donc ça, c'est un élément, effectivement, une réalité de notre éducation, du fait que de notre éducation, autant à l'école que de notre éducation à travers nos parents, qui font qu'on ne nous a pas forcément tout donné, quoi. Et après, justement, il faut par soi-même aller le chercher, quoi. Alors, avec mon frère, ce qu'on fait, c'est qu'on commence à rentrer dans le tunnel, et tant qu'on y voit, tant qu'il y a de la lumière, et après on s'arrête sur le côté, et on attend que les voitures des autres parents arrivent, et dès qu'il y a une voiture qui passe, on se met à courir derrière la voiture en suivant les feux rouges, les traits d'union de pair, pour arriver, en suivant différents repères, jusqu'au bout du tunnel.
Mais ça donne un peu comment le fait que on a besoin, on ne peut pas y arriver seul. On ne peut pas y arriver seul. Et c'est vrai que dans un parcours où on doit changer quelque chose, quoi, tout à l'heure je vous parlerai effectivement d'actions où à mon travail où il y avait le syndicat qui nous a secondés par exemple, mais c'est des gens qui vont nous aider. J'en reparlerai plus tard, là je suis en train de déborder. Donc, il y a un certain nombre, voilà, et cet appel au courage, effectivement, moi ça m'a mis en train encore plus pour me mettre dans l'action. Alors effectivement, oui, voilà, c'était là que je voulais en parler, de toute façon c'est ça quoi. C'était, par exemple, j'ai eu l'occasion dans mon travail, c'est-à-dire d'être dans un noyau dur de grèves qui ont duré longtemps, où effectivement à vivre le stress des semaines de grève, avec les réunions à la direction, avec les pertes de salaire, avec les huissiers qui viennent constater régulièrement qu'on a mis en panne notre outil de travail, avec tout le stress que ça représente, etc. J'ai eu aussi à niveau familial, donc j'ai vécu comme beaucoup de personnes le divorce et j'ai été confronté au fait que naturellement, dans notre société, les enfants sont confiés à 85% ou même plus à la maman, systématiquement, quoi. Comme si, de toute façon, les mamans, elles ne savaient pas approuver qu'elles étaient une bonne maman. Mais il se trouve que ma fille la plus jeune ne voulait pas rester habiter avec sa mère à l'issue du divorce. Donc là, se confronte le fait que je puisse obtenir légalement la garde de ma fille, quoi. Et là, j'ai dû, pendant 1 an et demi, et ça c'est un déterminisme par exemple sociologique, j'ai dû pendant 1 an et demi prouver que j'étais un bon père. Comme si d'un point de vue sociologique, politique ou d'un point de vue de la loi, les pères étaient considérés encore aujourd'hui comme rien de plus que des australopithèques, disons de Néandertal, qui sont bons qu'à perpétuer la race, à partir dans la savane à chasser la gazelle et les gazelles aussi pour la reproduction, quoi. Donc ça a été un sacré combat, quoi. Et d'ailleurs, à cette occasion-là, on voit bien que là où moi j'ai pris ça à cœur parce que on entend souvent dénoncer le fait, il manque où sont passés les pères, où est passée l'autorité avec tous ces jeunes qui font n'importe quoi, etc. Donc moi j'avais été sensibilisé à ça et je tenais absolument à prolonger au-delà du divorce ma responsabilité paternelle. Je vais vous parler maintenant d'une troisième chose qui m'a semblé déterminante dans la construction de son courage, dans le fait que ce qui participe effectivement à l'émergence du courage ou à l'émergence de ce fameux déclic dont je vous parlais tout à l'heure, qui va faire que face à une situation où on doit prendre le taureau par les cornes, je prends cette image encore une fois de plus, on va le faire. C'est la créativité. Et pour vous parler de la créativité, je vais vous reparler de quelque chose que vous connaissez bien, c'est l'histoire des 3 petits cochons. Alors les 3 petits cochons, vous connaissez, il y a l'effronté, le distrait et le sérieux. Et là, on va dénoncer à travers cette histoire des 3 petits cochons quelque chose de notre éducation. C'est-à-dire que notre éducation, elle ne retient de ces 3 petits cochons que l'histoire du sérieux. Le sérieux qui, dès que leur maman leur dit « ça y est, vous êtes assez grand, la maison est trop petite, vous allez partir faire votre vie ». Le sérieux, c'est le seul qui part direct à Castorama, acheter les bonnes briques, le bon ciment, il va au cadastre, voir où je vais mettre ma maison, etc. etc. Et vous connaissez le reste de l'histoire, ils finissent tous les 3, l'effronté, le distrait et le sérieux, par se retrouver chez le sérieux, dans sa maison en dur, et là, grâce à leur intelligence et leur habileté, ils arrivent à mettre en fuite le loup. Et on retient
en fait, l'effronté, on pourrait dire que c'est un peu celui qui remet en cause l'ordre établi, c'est un peu un révolutionnaire, c'est celui c'est la forte tête, c'est celui qui est pas, qui peut s'opposer éventuellement à l'autorité. Hop, celui-là, à travers l'histoire, on le met de côté. Le distrait, qui lui était parti cueillir des fleurs, chanter les poèmes, etc., etc. La créativité, toute cette partie artistique de la personnalité. Pareil, hop, c'est pas bien. Le seul qui est bien, c'est celui qui rentre dans les clous et qui est sérieux. Et pourtant, vous savez bien que tout est bon dans le cochon, quoi. Alors moi, ça va me donner l'occasion de vous parler de ma propre créativité. Je vous disais que j'étais inventeur. Alors, je vais vous présenter mon invention que j'avais fait en 1994, et ça va me permettre de vous décrire à peu près qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un inventeur. Donc, je vous la fais voir bien comme ça. Voilà. Donc c'est une lunette de WC un peu spéciale. Alors, c'est à l'issue d'un passage dans un WC turc, je me rends compte qu'après, le papier, avant et après, il est toujours aussi blanc dans le WC turc. Et là, vous savez, un inventeur, c'est curieux. Un inventeur, dès que ça découvre un truc comme ça qui sort de l'ordinaire, se dit mais qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Et je me rends compte que, en fait, c'est la position anatomique accroupie qui fait qu'on peut faire craquer la couture d'un jean comme ça, qui, quand on prend la position anatomique accroupie, fait que ça produit un déplacement latéral des fessiers vers l'extérieur du corps. Là, alors toujours pareil, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un inventeur, quoi? Alors, l'intelligence, la créativité, l'intelligence, une définition de l'intelligence, c'est la capacité à créer des liens. C'est-à-dire comme si on fait des connexions, et c'est le fait de mettre en connexion différentes choses inattendues qui fait émerger quelque chose d'encore plus inattendu. Donc là, moi, tout de suite, j'y vois, premièrement, un gain d'hygiène, puisque le papier, je vous l'ai dit, il est presque aussi blanc avant-après. Et deuxièmement, j'y vois aussi une solution à la déforestation. Moins de papier, une solution écologique. Moins d'utilisation de papier, etc. Donc j'avais appris avec mes études à faire une invention, une démarche et tout. Je contacte dans toute l'Europe, je traduis mon invention en anglais, je contacte dans toute l'Europe tous les grands fabricants de ce type de matériel. Aucune réponse, donc voilà, vous voyez, je vous dis, une invention, la sanction d'une invention, c'est pas le fait qu'elle soit brevetable, c'est le fait qu'elle soit commercialisable. Il n'y a que ça qui est... sinon, ben, j'aurais pu, oui, j'ai pas essayé, mais je vais peut-être essayer de la faire exposer au musée d'art moderne. Voilà. Comme un élément artistique, voilà. Donc, je me dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire de cette invention-là? Là, pareil, encore, il se passe quelque chose dans ma tête, et puis je fais le lien avec, vous savez, tout cet ensemble ce langage populaire qu'on utilise souvent, là, vous savez, quand on se retrouve contraint par quelqu'un, ou qu'il y a quelque chose qui nous empêche, quelque chose quelqu'un qui nous contraint, qui nous dit, qu'est-ce qu'on a envie de lui dire, là, vous savez... Tu nous emmerdes. Voilà, tu nous emmerdes. Exactement. Donc, tout ce langage populaire qu'on utilise, qu'on comprend bien, qui est très métaphorique, qui signifie que quand on se retrouve dans une situation justement de blocage, contraint, où on n'arrive pas à dépasser un problème, la plupart du temps, ça se répercute sur le système digestif. La constipation, ou